nouvelle à ce jour de l'avant-projet du code électoral. Le gouvernement n'accorde aucune attention à la demande de la société civile et des politiciens de publier le contenu de cet avant-projet de loi pour les citoyens. Les permis biométriques qui sont mis en circulation à Madagascar peuvent être qualifiés d'arnaque. Le ministère de l'Intérieur a parlé d'un problème au niveau de la qualité, alors qu'en réalité, après essai, la lecture du QR code ne donne aucun résultat. L'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été tué lundi à Sanaa, selon plusieurs sources. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, plus aucune nouvelle à ce jour de l'avant-projet du code électoral. Le gouvernement n'accorde aucune attention à la demande de la société civile et des politiciens de publier le contenu de cet avant-projet de loi pour les citoyens. À ce jour, ce projet de loi n'est toujours pas arrivé entre les mains des parlementaires. Les détails dans ce reportage de André Arson. Plus qu'une douzaine de jours avant la fin de la seconde session parlementaire, et pourtant, l'avant-projet de loi sur le code électoral n'a toujours pas franchi le seuil du palais de Timbazaz. Les 3 textes qui constituent cet avant-projet de loi ont pourtant déjà été validés lors du Conseil des ministres du 19 et 20 novembre dernier, selon une source non officielle provenant d'un membre du gouvernement. En tant que loi organique, ce projet de loi devrait être présenté au bureau permanent de l'Assemblée nationale 15 jours avant son examen, comme le prévoit l'article 89 de la Constitution. Le gouvernement devra donc faire appel à une session extraordinaire pour examiner et adopter le code électoral qui va régir la prochaine élection. D'autre part, à une année de la prochaine présidentielle, quelles raisons empêchent le gouvernement de publier le contenu de ces textes, alors que c'est ce code qui va déterminer les critères pour pouvoir soumettre une candidature à l'élection ou encore la caution à payer pour ceux qui veulent se présenter comme candidats. Le gouvernement fait en sorte de réduire les délais de l'examen des projets de loi au niveau du Parlement. Quant aux parlementaires, ils adoptent de suite les lois qui leur sont soumises, des situations qui pourraient faire penser que les pouvoirs en place vont adopter un code électoral, texte censé définir l'avenir du pays selon leur convenance. Toujours dans ce contexte, c'est la fin de la relation France-Afrique, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors de sa visite sur le continent africain. Une attestation difficile à croire pour les politiciens malagasy. Youn Nassen. La France ne pourra pas maintenir sa puissance actuelle si elle met fin à la relation France-Afrique, selon le politicien Gian Zakrazona, président du parti Utkaf. Une politique facile à dire, mais difficile à appliquer selon ses explications. Ce n'est pas faisable pour la France. Toutes les ressources dont elle a besoin se trouvent en Afrique. Cette relation, c'est ce qui fait progresser son économie. Si elle y met un terme, la France ne sera plus la 5e puissance mondiale. À mon avis, il s'agit là d'un simple discours diplomatique. Lorsque les intérêts de ce pays seront en jeu, elle reviendra sur cette déclaration. Si le président français réussit à faire appliquer cette politique, les pays du continent africain auront enfin leur souveraineté selon ses explications. En ce qui concerne Madagascar, les responsables élus par les Malagasy devraient se focaliser sur une bonne gestion de l'État et non sur les moyens de servir les intérêts des étrangers comme c'est le cas actuellement, toujours selon les explications. Également dans l'actualité, les permis biométriques qui sont mis en circulation à Madagascar peuvent être qualifiés d'arnaque. Le ministère de l'Intérieur a parlé d'un problème au niveau de la qualité, alors qu'en réalité, après essai, la lecture du QR code ne donne aucun résultat. Le point avec Michela Renardzon. Le permis biométrique à Madagascar connaît ainsi un problème de qualité. La semaine dernière, le responsable au niveau du ministère de l'Intérieur a évoqué un problème au niveau de la qualité pour expliquer l'invalidité du permis biométrique à l'étranger.
Toutefois, un test effectué à l'étranger sur cette pièce a permis de déduire qu'aucun résultat ne ressort de la lecture du QR code. Ce fait amène les observateurs à se demander quel genre d'accord a été passé entre le gouvernement et les deux entreprises, Cetis et Semlex. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à maintenir ces accords puisque les résultats de leur travail ne correspondent pas aux attentes de l'État? Interrogés sur ce fait, les responsables au niveau du centre d'immatriculation de Madagascar ainsi que ceux du ministère de l'Intérieur n'ont pas tenu à apporter des explications supplémentaires. Selon un responsable au niveau du centre d'immatriculation de Madagascar, tout ce qui concerne les pièces biométriques relève de la tâche du ministère de l'Intérieur. La date limite pour renouveler le permis et passer à la version biométrique a été ajournée et fixée à une date encore indéterminée à ce jour. À titre de rappel, les frais de ce renouvellement s'élèvent à 38 000 ariars ou 10,5 €. Ce n'est pas la première fois que l'État rencontre des problèmes suite à la collaboration avec les entreprises qui fournissent ces pièces biométriques et pourtant, il persiste à continuer à travailler avec eux. D'autre part, pourquoi le Bianco n'agit-il pas face à une telle situation? Car il est clair que si l'État se borne à poursuivre cette collaboration sans mettre la pression sur ces deux entreprises, pour un meilleur résultat, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ce passage à une version biométrique de ces pièces d'identité soulève de nombreuses questions. Et puis, le thème du sondage de l'agence Capsule, en collaboration avec Cool TV-FM, a porté cette fois sur le moyen de maîtriser la hausse du prix du riz sur l'échantillon représentatif de la population. La majorité a affirmé qu'il faudrait encourager les agriculteurs malagasy. L'État est entièrement responsable de la hausse du prix du riz, selon les propos d'un membre de la société civile. Nantaran Genève. La dernière enquête de l'agence Capsule, effectuée à Antananarivo le 28 et 29 novembre dernier, a été faite sur un échantillon représentatif composé de 406 individus âgés de 18 ans révolus. Ce sondage a porté sur ce que les citoyens considèrent comme étant le meilleur moyen pour l'État d'empêcher la hausse du prix du riz. 44% d'entre eux pensent qu'une aide financière devrait être octroyée aux riziculteurs pour promouvoir la culture du riz. 22% sont d'avis qu'il faut limiter le prix du riz, comme l'État le fait avec le prix du carburant ou celui du frais de transport en commun. 19% optent pour une augmentation de la quantité de riz importé et les 15% restants pour une fouille et une sanction à l'encontre de ceux qui dissimulent leur récolte. L'État est le premier responsable de l'inflation, d'après le CAMEF CNOE. Anisan'ny tompon'andraikitra voalohany mijery akaiky an'izay ny mpitondra fanjakana. Le gouvernement fait partie des premiers responsables dans cette affaire. C'est à eux de voir les problèmes au niveau de la gestion de l'État qui aurait pu conduire à cette situation. Faute de pouvoir s'exprimer librement, les citoyens malagasy et l'Association pour la protection des consommateurs gardent le silence. Isika ny tena pidina andalambe teo aloha fa Auparavant, la population a souvent eu recours à une grève pour s'exprimer. Actuellement, cela ne servirait à rien. Aujourd'hui, face à la répression de l'État, les citoyens ont peur de s'exprimer. Ils préfèrent se concentrer sur des moyens de subsister. La population malagasy se plaint d'un gouvernement qui ne lui porte aucune attention. À titre de rappel, le prix du riz augmente presque toutes les semaines sur le territoire malagasy. Ainsi, le kapok du riz atteint aujourd'hui 600 à 800 ariary. Dans le reste de l'actualité, un homme connu sous le nom de Rasta a été tué par balle dans la commune de Memaswanjo Itos, abattu par les agents des forces de l'ordre de ce secteur au cours de la semaine dernière. Cet individu est recherché depuis plusieurs mois et accusé d'être un pickpocket. Selon les informations obtenues de la police nationale, selon cette dernière, cette personne avait encore sur elle les objets volés et ses présumées victimes ont attesté qu'il s'agissait bien de l'un des malfaiteurs. Des affirmations que la famille du défunt réfute. Cet événement a engendré une polémique.
Le genre de situation qui détruit la confiance qui est censée régner entre les citoyens et les agents des forces de l'ordre. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été tué lundi à Sanaa, selon plusieurs sources. Une annonce qui survient 48 heures après la décision de l'ex-chef d'État de mettre fin à son alliance avec la rébellion chiite Houthi. Écoutons les explications. Avec ces violents combats aux lance-roquettes, aux fusils dans les rues, tous les civils sont bloqués chez eux, sont pris au piège. Entre les combats de rue plus les bombardements aériens de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Et c'est une situation qui est extrêmement difficile pour eux, qui sont bloqués chez eux, sans accès à la nourriture, sans accès à l'eau, alors que le pays est déjà depuis quasiment un mois sous un blocus qui empêche la nourriture et l'essence de rentrer. Donc toute la ville souffre de pénuries qui sont extrêmes et ces combats apportent peu d'espoir aux civils. Plus de 8 millions de personnes qui sont au bord de la famine. On a la pire épidémie de choléra de l'histoire. La situation s'aggrave. On s'attend à ce que des millions de personnes perdent leur accès à l'eau au cours des prochains jours. C'est à cause du blocus. Il n'y a plus d'essence qui rentre dans le pays, ce qui fait que les générateurs ne marchent plus, les pompes ne marchent plus, les réseaux d'eau sont saturés et ferment un par un. Les hôpitaux ferment, les ambulances n'ont plus d'essence pour accéder aux blessés dans les rues. Donc après un blocus, après des années de guerre, on a maintenant des combats qui paralysent toute une ville et qui détruisent le futur de toute une population. Toujours dans ce contexte, le Comité international de la Croix-Rouge, les affrontements dans la capitale ont fait au moins 125 morts et 238 blessés depuis mercredi. Regardez les détails dans ce reportage de France 24. En 2014, les rebelles houthis prennent les armes et s'emparent de la capitale yéménite Sanaa. Ils sont soutenus par une partie de l'armée restée fidèle à l'ancien président Ali Abdallah Saleh et par l'Iran. D'abord forcé de collaborer, le président Hadi finit par fuir la capitale et se réfugie dans un premier temps à Aden. En mars 2015, il rejoint l'Arabie Saoudite et quelques jours plus tard, l'armée saoudienne, à la tête d'une coalition arabe soutenue par les États-Unis, attaque par les airs. Elle bombarde le palais présidentiel déserté, l'aéroport international et le bureau politique des rebelles houthis. Depuis, le pays s'est enlisé dans une guerre sans fin. En presque 3 ans de bombardements et de combats, l'ONU estime que près de 10 000 personnes sont mortes, principalement des civils. Au mois de novembre, Riyad a déclenché un blocus des ports, aéroports et accès routiers au Yémen après l'interception d'un tir de missiles houthis. Des sanctions qui aggravent encore la situation yéménite, décrite par les Nations Unies comme étant la pire crise humanitaire de la planète. Selon l'organisation, 14 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. On termine avec un bref rappel des titres. Plus aucune nouvelle à ce jour de l'avant-projet du code électoral. Le gouvernement n'accorde aucune attention à la demande de la société civile et des politiciens de publier le contenu de cet avant-projet de loi pour les citoyens. Et puis, les permis biométriques qui sont mis en circulation à Madagascar peuvent être qualifiés d'arnaque. Le ministère de l'Intérieur a parlé d'un problème au niveau de la qualité, alors qu'en réalité, après ici, la lecture du QR code ne donne aucun résultat. Et enfin, l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été tué lundi à Sanaa, selon plusieurs sources. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.